messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs ou internautes, bienvenue dans votre émission L'heure de jeu qui est leur jeu. On a le plaisir de co-présenter cette émission avec Marcel Sambou. Marcel, bonjour. Bonjour Pape Ousmane, bonjour à notre invité. Bien soigné comme d'habitude. Comme d'hab. Aujourd'hui, nous avons un invité qui va nous parler 100% football. Tout de suite, son portrait. Il est né à Paris, il y a grandi, mais il a quand même fait un petit passage au Sénégal où il a vécu 4 ans, entre ses 14 ans et ses 18 ans. Niveau études, il a eu un bac professionnel en comptabilité, donc ça se dirigeait pas véritablement vers le football, mais quand même, il a eu à jouer au football jusqu'au niveau R2. Là, aujourd'hui, il est devenu agent de joueur dans l'une des boîtes les plus importantes du football. Mesdames, Messieurs, nous accueillons sur ce plateau Kémo Baro. Kémo, bonjour. Bonjour. Bien soigné, on dirait. Hein. On essaye en tout cas. Petite chemise. On essaye. Ouais. De toute façon, nos invités ici, quand ils viennent, ils sont obligés de passer soit chez le coiffeur ou voilà. Bah, Il est là, la petite chemise. Voilà. Exactement. Faire la différence. Exactement. Donc Kémo, nous on a une question qu'on pose d'habitude à tous nos invités. Quand on te parle de football, qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit? Quand on me parle de football, je repense encore un petit peu quand j'étais dans mon enfance, dans le quartier. On pouvait jouer toute la journée au football sans se préoccuper de quoi que ce soit. Voilà, ça me rappelle un petit peu ces souvenirs-là, un peu nostalgiques de ces moments-là. Une petite anecdote de cette période? Pas véritablement d'anecdotes, mais plutôt voilà, des bons souvenirs où en fait on n'avait pas de problème, on n'avait pas de soucis. Voilà. Surtout. Bon, les anecdotes vont venir après. Hein. Marcel, je crois là, tu commences, ta langue commence à se... Ah, On le connaît. Ça va être bien, ça va être bien. On a bien discuté tout à l'heure en off. Voilà, donc je sens que ça va être top. C'est bien, ça va, Kémo? Ouais, super content. En tout cas, je vous remercie de l'invitation et au plaisir de pouvoir répondre à toutes les questions qui nous seront posées. Merci pour la disponibilité. Bon, là, la première chose, forcément, on va te poser une question par rapport à ton enfance et tout, ta jeunesse, jusqu'à devenir agent de joueur. Déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans le domaine du sport? Que ce soit en tant que joueur et jusqu'à présent, ce que tu fais. En fait, concrètement, ce qui m'a motivé, c'est en fait, j'ai envie de dire une motivation naturelle. Parce que étant jeune, on est tous issus plus ou moins des quartiers populaires où en fait, le sport est le moyen de se divertir, de pouvoir sortir. Et après, le football, en fait, c'est le moyen le plus simple et peut-être même aussi le moins onéreux qui nous a permis justement de pouvoir jouer au foot. Parce qu'aujourd'hui, même sans ballon, sans un véritable ballon, on peut jouer au foot. Parfois, on se mettait à prendre du papier, à faire des petites boules et jouer au foot comme ça dans le quartier, quoi. Exactement. Marcel, tu veux rebondir par rapport à ça? Ouais, tu parlais tout à l'heure de bons souvenirs et tout. Je pense que comme tout le monde, Kémo a dû rêver de devenir un jour footballeur professionnel. À quel moment ce rêve s'est stoppé? Et peut-être même pour s'orienter on va dire, dans les coulisses ou dans l'autre univers du football. Oui, effectivement, dans mon enfance, j'ai rêvé de devenir footballeur comme beaucoup de jeunes. J'ai été à Dakar, donc au Sénégal, de mes 14 ans jusqu'à 18 ans. Et c'est qu'à l'âge de 19 ans, j'ai eu la possibilité de faire une détection, pas un test, parce qu'il y a quand même une nuance entre un test et une détection. C'est quoi? La nuance entre le test, on te prend et on te met dans le groupe de l'effectif qui est déjà en place et on te teste pendant une durée, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines. Et une détection, là, il y a plusieurs personnes qui vont faire plusieurs matchs, donc on peut être une centaine, et il va falloir détecter le meilleur dans ces 100. Donc c'est beaucoup plus difficile. Oui. Voilà. Donc moi j'ai eu l'opportunité, c'était la seule opportunité que j'ai pu avoir dans le football, c'est-à-dire de faire cette détection et c'était à Auxerre. Je me rappelle pour la petite anecdote, le jour où on devait faire le test, la veille il y avait une grève SNCF, donc pas de train. Comme souvent. C'est pour ne pas changer, ça a toujours été, chaque année il y a toujours des grèves de train. Donc je pars la veille pour ne pas manquer justement ce test parce que qui me tenait à cœur. Donc j'ai dormi sur place à Auxerre.
Et le lendemain, j'ai fait cette détection et je n'ai pas été pris. Pourquoi, à ton avis? Certainement que je n'avais pas le niveau, Oui. certainement, je pense. Et peut-être qu'il y avait mieux, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, la finalité, c'est que j'ai pas été pris. Après, je suis pas une personne qui me décourage au premier échec. Bien au contraire, j'ai tendance plutôt à persévérer. Mais je me suis vite rendu compte que je pense que c'était pas le chemin, en tout cas, qu'il fallait, en tout cas, pour moi, pour en tout cas réussir dans le football. Et tout naturellement, en 2007, après avoir complètement arrêté de jouer, parce que j'avais perdu cette motivation de me lever, d'aller en entraînement, avec le froid. Parce que tu as joué jusqu'en R2. En R2, c'était à l'époque, ça s'appelait la DSR. Oui. La DSR. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je ne trouvais plus aucune motivation. Et c'est par la suite que j'ai commencé à m'intéresser au milieu du foot, en tout cas au milieu du poste d'agent de joueur. Et j'ai commencé à prendre en fait des amis proches qui eux jouaient dans le football, commencer à les placer dans des clubs comme CFA. Ah, c'est comme ça que tu as commencé? Ouais, Ok. ça a commencé comme ça. Ouais. Ok, ok. Et quand tu as commencé comme ça, peut-être il y a une rencontre quand même qui Déclic. qui a peut-être été... Un déclic, oui, certainement. Le déclic qui m'a en fait poussé à rentrer dans ce milieu, c'est un certain Tierno Seydi. Tierno Seydi aujourd'hui que je côtoie, ça fait maintenant presque 20 ans. Oui. Presque 20 ans. Quand je me suis renseigné dans ce milieu-là, j'entendais son nom à travers la presse, tout simplement, parce que je m'intéressais aussi à ce qui se passait au pays. Et c'est vrai qu'au pays, c'était l'un des agents les plus reconnus, pour ne pas dire le plus reconnu, le plus influent du Sénégal. Et quand j'ai entendu son nom, tout de suite ça m'a interpellé parce que son nom de famille tout de suite m'a tout de suite interloqué dans le sens où Seydi, c'est plutôt de la Casamance. Et moi je suis originaire de la Casamance. Oui. Donc par le biais justement de sa nièce avec qui j'étais en contact à l'époque, j'ai pu approcher justement Tierno. Et maintenant c'est une relation qui dure maintenant, qui fait 20 ans. Et après de fil en aiguille on s'est rendu compte que on avait des liens de parenté. Exactement. Bon, la partie Tierno, je pense, on va garder ça à la fin. Et même d'un autre agent aussi influent comme Tierno et tout. Bon, je vends pas trop la mèche. Mais bon, tu as dit depuis 2007, tu as commencé à faire ça et tout, disons en soum-soum. Mais cette rencontre avec Tierno a été un déclic pour pouvoir véritablement te lancer dans ça. Mais avant, il y avait un rôle forcément avant d'intégrer une boîte ou autre chose. Genre, peut-être tu faisais du scouting ou qu'est-ce que tu faisais concrètement En avant fait, ça? j'avais pas de rôle prédéfini. Oui. J'apprenais le métier. Et pour moi, apprendre le métier d'agent au départ, c'était aller sillonner les terrains, aller essayer de détecter en fait la perle, en fait, le joueur ayant de la qualité pour pouvoir aller au plus haut niveau. Après, ça c'est plutôt, avec le recul, ça c'est plutôt le rôle du recruteur, parce qu'après il y a quand même une différence entre le recruteur et l'agent, même si souvent maintenant les agents c'est des anciens joueurs, donc ont quand même aussi l'œil pour pouvoir en fait détecter les joueurs à fort potentiel. Mais au départ c'était ça, c'était d'aller chercher de moi-même en fait des joueurs à potentiel, essayer de les récupérer, travailler avec eux, essayer de les fidéliser de manière à pouvoir essayer de tomber sur le joueur avec qui j'aurais pu grandir en tout cas. Exactement. Fidéliser, c'est le bon mot. C'est aujourd'hui, on va dire, l'une de tes tâches, on va dire, dans la boîte, dans le sens où tu gères tout ce qui est humain, tout ce qui est relationnel et même une partie de tout ce qui est administratif. Aujourd'hui, comment tu t'y prends et aussi comment tu as évolué professionnellement en ce sens? En fait, j'ai évolué tout naturellement parce que, bon, après, je suis quelqu'un qui est assez dynamique, quand on me donne une tâche, j'essaie en tout cas de l'accomplir au mieux. J'essaie de donner le meilleur de ma personne. Après, tout naturellement, en fonction de ce que tu fais dans la boîte, on te donne un peu plus de
un peu plus de responsabilité, et c'est des choses qui sont venues tout simplement, tout naturellement. Voilà. D'accord. Et ça va faire combien d'années même 2007, 2007, ouais, je bientôt dedans 20 ans, hein. 2007, mais voilà, 2007, on va dire concrètement 2008, 2008, où là je rencontre Tierno. Oui. Et en 2009, j'apporte mon premier joueur professionnel qui était Alassane Touré, qui avait été formé à Toulouse, Oui. TFC, qui ne signe pas pro là-bas, et je le récupère et je le ramène à Comment ça Lens. s'est passé À Lens, ok. De la Ouais, ouais, récupération. de la récupération, oui. Ouais. à la signature? Comment ça s'est passé Disons, alors Alassane 15 ans en arrière. Ouais, 15 ans. Faut là, se souvenir, hein. Ouais, non, mais c'est vrai, mais après, c'est des choses qui nous marquent. C'est des choses Exactement, qui nous on marquent. n'oublie Donc, Alassane Touré, comment je l'ai connu? Je l'ai connu par le biais d'un ami qui jouait avec lui au centre de formation de Toulouse, qui s'appelle Hassan Karabouali, qui habite le 13e. Et donc, à cette époque-là, moi, j'allais très souvent à Toulouse. J'étais jeune, étudiant. En plus, j'étais avec des amis qui étaient dans le football. Moi qui aimais le football, en plus, une ville dynamique. Voilà, Exactement, oui. donc j'allais très souvent là-bas, et c'est grâce à cette personne, donc Hassan Karabouali, qui m'a permis justement de rentrer en contact avec Alassane Touré. Donc Alassane Touré, donc jeune joueur qui était promis en tout cas à une belle carrière, parce que très souvent il était dans le groupe pro. Et comme on sait, à la fin de chaque contrat, notamment son contrat aspirant, ben, c'est soit le club te conserve et te propose un contrat professionnel, ou soit tu es libre. Oui. Et à ce moment-là, le club de Toulouse décide de ne pas lui proposer un contrat pro. Et c'est dans cette situation-là, dans cette, on va dire, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est une confusion, mais en tout cas dans cette situation-là, où je récupère Alassane Touré. Donc Hassan me le propose. Et donc j'appelle Lens à l'époque, le recruteur de l'époque qui était Marc Westerlop. Oui. Donc je lui propose ce joueur parce que je savais qu'il cherchait un joueur à ce poste-là. Donc il va faire un essai, l'essai a été concluant, et c'est comme ça qu'il a signé à Lens. Donc, comme quoi, déjà, il faut démarcher les joueurs, mais aussi il faut tendre l'oreille auprès des clubs pour connaître aujourd'hui, enfin, à ce moment, les besoins du marché. Bien sûr. Il y a un vrai rôle de démarchage. Il faut aller solliciter les garçons. Après, il y a aussi ce qui fait que les garçons peuvent te faire confiance, c'est ce que tu as pu faire par le passé. Après, moi, à ce moment-là, je n'avais pas forcément le bagage, en tout cas le background suffisamment pour pouvoir en tout cas prétendre à aller voir des joueurs beaucoup plus importants. Mais le fait d'être aux côtés de Tierno, bah forcément, ça facilite. Exactement. Et là, à l'écran même, on est en train de voir peut-être quelques signatures où voilà, tu as pris part. Là, je pense que c'était Cher Sabali Complètement, c'était quand il a été prêté à QRM. Oui. Donc voilà, il y a, avec l'aide de Mara, on va voir les autres images qui... Ouais, ça c'était voilà. Le Chan. La Chan, en Algérie. En Algérie, oui, en 2022. Il a été en plus très souvent nommé meilleur joueur de match. Et Lamine, tu as peut-être une relation particulière avec lui. Là, oui, on a aussi Papa Diallo, qui est à Metz maintenant. Ouais. Donc voilà, ces jeunes-là qui sont sortis de Génération Foot et qui sont allés direct à Metz, tu as une certaine relation particulière avec comment ça s'est passé? Tu les as assistés dès la signature de leur contrat au Sénégal jusqu'à ici, ou c'est comment? En fait, Papa et ils étaient trois. Il y avait Malik Bey, oui. Papa Diallo et Lamine. Eux ont signé en fait leur contrat professionnel en Algérie. Oui, pendant le Chan. Pendant le Chan, parce qu'on avait cette contrainte du mercato. Oui. Donc ils ont signé le dernier jour du mercato pour que leur contrat puisse être homologué auprès de la Ligue. C'était pas un mode panic buy? C'était comment? C'était pas panique, mais c'était plutôt excitant. Ouais. Excitant, et ça donne, encore une fois, du peps à tout ça, et toujours, encore une fois, c'est toujours plaisant de se retrouver dans cette situation-là, parce que en fait, on apprend. Oui, on apprend, et de voir comment ça fonctionne. Donc je pense qu'il n'y a pas mieux d'être sur le terrain et de le vivre directement, quoi. Exactement. Et tu accompagnes ces joueurs-là parce qu'on te voit très très proche d'eux, que ce soit pendant les matchs ou même quand ils vont aller signer, comme tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui a tissé véritablement ces relations avec eux? Après, j'ai envie de dire que cette relation, elle se fait naturellement, parce qu'en plus,
il n'y a pas ce barrage de la langue. Oui. Il n'y a pas cette veux gêne. dire Moi, avec je suis la mine, très ouvert. Après la mine, particulièrement. parce que bon, on est de la même, on parle le même langage. Il est mandingue, je suis mandingue. On est issu de la même région au Sénégal. Donc c'est encore plus simple. Et aujourd'hui, les garçons, quand ils quittent le Sénégal et qu'ils arrivent en France, ben, c'est un choc. Il y a déjà le choc culturel, il y a le climat qui change, il y a l'environnement qui change. Donc quand ils ont, on va dire entre guillemets, un grand frère à côté, ben, ça les rassure. Ça les rassure et forcément, j'ai envie de dire, la relation, elle se tisse normalement. Est-ce que tu... vas-y. Ouais, là, quand c'est comme ça et qu'on dit que c'est des garçons à très fort potentiel, aujourd'hui, c'est fluide et on sait tous comment ça se passe dans ce milieu et ils peuvent, entre guillemets, vite prendre peut-être la grosse tête. Comment tu arrives à anticiper tout ça dès leur arrivée? Bah, en fait, je suis en tout cas axé énormément sur la communication. Je parle énormément avec eux. Je les conseille comme je conseillerais mon petit frère. Et je suis pas du tout, en tout cas, la personne qui va monter avec eux. Dans quel sens? Je m'explique. Un gamin de 20 ans qui aille faire la fête, qui aille se divertir, c'est tout à fait normal. Mais quand un garçon qui a une certaine notoriété, comme par exemple Lamine, qui peut être amené à avoir des écarts. Ce n'est pas le cas, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il a des écarts, mais s'il était amené en tout cas à avoir des écarts, ben moi je ne serais pas du tout la personne qui va l'accompagner dans ce sens-là. Moi je serais plutôt la personne qui va tempérer, qui va lui dire attends, à un moment donné il va falloir descendre. Et ça je pense que c'est le gros problème chez les joueurs, c'est-à-dire qu'ils montent en faisant souvent des choses néfastes et tout l'entourage qui monte avec eux. Ah, surtout ça, oui. Justement. Surtout. Et ça, c'est le problème. Donc, un garçon, quand il monte, il faut faire en sorte de le faire redescendre. Pour avoir Voilà. exactement cet équilibre. Voilà. Là aussi, j'ai envie de faire une petite distinction, parce que là, tu viens de parler d'entourage. Certes, tu en fais partie, mais là, tu es plus du côté, on va dire, professionnel, entourage professionnel, mais il y a peut-être un cercle d'amis ou peut-être l'entourage familial. Comment on arrive justement à garder l'équilibre autour du joueur? C'est toute une gymnastique. Ça, c'est une gymnastique et parfois, ça peut être même usant. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que quand on a un joueur de la trempe de Lamine, il y a plein de mondes qui peuvent être autour. Oui. Et parfois, ce monde-là n'est pas forcément un monde sain. Ouais. Oui. Et comme on dit, un joueur, pour qu'il puisse clore, pour qu'il puisse évoluer dans les meilleures conditions, il faut que son premier cercle, qui est le cercle de la famille, soit sain, équilibré. C'est un peu comme une graine qu'on va mettre dans un champ. Oui. Si le champ il n'est pas sain, voilà, et il n'est pas clôturé ou sain, ça ne donne pas forcément un bon fruit ou un bon légume. Oui. C'est juste pour donner un petit peu un exemple. Donc on essaie de discuter, on essaie de faire au mieux. C'est pas du tout facile, mais on est obligé de composer avec. Et niveau performance, est-ce que tu vas peut-être t'appesantir un petit peu beaucoup sur leur performance sur le terrain, ou bien toi c'est plus les conseils sur le comportement, parce que tu as joué au foot, donc tu connais très bien. À force d'être dans le milieu, tu as l'œil. C'est vrai, oui, après j'ai joué au foot, bon, j'ai pas joué non plus au haut niveau. Après j'ai eu la chance, je suis un passionné de foot, donc j'ai vu énormément de matchs, donc on commence à avoir un œil un peu plus aiguisé, mais c'est vrai qu'on discute de certains matchs. Parfois, je vais reprendre encore le cas de Lamine sur le nombre de balles qu'il va perdre, le nombre de balles qu'il va récupérer, ses qualités de passe, on va en discuter. Après, je suis pas du tout formé pour être entraîneur et voilà ou quoi que ce soit. Et j'ai pas du tout ces compétences-là. Mais de mon ressenti, je peux lui dire ce que je pense, de sa prestation. Ça, oui. Mais voilà, je base plus en tout cas mon discours sur le savoir-vivre, comment il doit, les pièges qu'il y a dans le monde du football, parce qu'il y en a énormément, et de manière à ce qu'il puisse en fait grandir et aller là où il souhaite arriver en tout cas. Exact. Et puis même moi j'ai envie de dire, un constat que j'ai aussi dans ce milieu-là de façon globale, j'ai envie de dire
le gamin, quand il vient d'arriver, par exemple, ici en France, toi, tu es là depuis des années. Surtout quand il arrive en hiver. Hein. En hiver, Ah, c'est compliqué. il y a beaucoup de complications. Toi, tu connais mieux les rouages, et certaines barrières culturelles. Enfin, tu es plus apte, on va dire, à lui montrer la réalité. Et là où je veux terminer par rapport à ça, c'est quand il arrive, tu es entre guillemets en position de force par rapport à l'environnement. Est-ce que des fois, le fait, par exemple, pour certains, de façon générale, d'en abuser, de faire user de l'autorité ou, je ne sais pas, avoir cette faveur qui pèse sur lui, est-ce que à un moment de sa carrière, il ne prend pas cela comme revanche, ouais, ou créer une rupture? Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre par rapport après, à ça. en tout cas, on essaye de toujours, encore une fois, qu'il n'y ait pas justement cette rupture. Cette rupture, que ce soit le garçon avec ses parents ou avec ses amis. On essaie de trouver le meilleur combo de manière à ce que le garçon puisse s'épanouir et en tout cas faire son métier dans les meilleures conditions. Et en plus de ça, qu'il ne se retrouve pas dans des situations qui ne sera pas gérées. C'est tout, encore une fois, tout est dans la communication, tout est dans l'échange. Et à un moment donné, quand on a la confiance justement du garçon, ben, quand on lui dit un truc, il sait que ce qu'on lui dit, c'est pour son intérêt et non pas le contraire. Donc il faut de la transparence. Complètement. Dans tout ce qu'on fait, et je parle au nom de l'équipe, je ne parle pas juste à mon nom, on est vraiment dans une totale transparence. Les garçons, il est important que lorsqu'ils vont signer leur contrat, qu'ils sachent exactement le contenu de leur contrat, les termes du contrat, avant de signer. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'ils venaient, pour la plupart, ils n'avaient pas étudié, ils signaient. Oui. Maintenant, non, c'est avant de signer. Je me rappelle quand Lamine, Malik et Papa signent leur contrat à Metz, donc j'étais à la Chan. Avant de signer, je prends 2-3 heures à tout leur expliquer. Le pourquoi du comment. Il y a ça dans ton contrat, il y a ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, donc les droits et les obligations. Ça, oui. Et qu'ils sachent qu'une fois qu'ils ont signé, s'il y a quoi que ce soit, qu'ils ne se disent pas « je ne savais pas oui. ». Ils sont au courant. Et ça c'est important, ça aussi c'est une manière d'impliquer. Voilà, ça les implique dans leurs devoirs et dans ce qu'ils doivent faire, quoi, tout simplement. Et toujours dans le même sillage des contrats, tout ça, les clauses, tout ça, on entend parler, il y a des clauses, surtout quand il y a des soucis. Aujourd'hui, en termes de prévoyance, comment ça se fait? Comment vous imaginez les clauses? Vous avez un service juridique qui prévoit tout ça ou c'est par rapport à l'expérience? Ça se passe comment? Et surtout avec le plan de carrière tracé pour le joueur. Ouais. J'ai envie de dire un peu des deux parce que dans la structure, on a des personnes compétentes dans le cadre au niveau juridique. Oui. Mais de toute façon, au-delà de ça, tous les joueurs qui signent un contrat, lorsqu'ils ont un contrat professionnel, ils souscrivent automatiquement une assurance UNFP. Ouais. Une assurance qui permet de garantir leur salaire en cas de blessure. Après, il faut savoir que un joueur, un garçon, quand il est blessé, les 3 premiers mois, en fait, il est payé par le club. Après, mais s'il ne revient pas à l'entraînement, s'il n'est pas à l'entraînement, c'est la Sécu. Et la Sécu, elle a un plafond. Oui. Si au final, le garçon il a un salaire important, la Sécu ne paiera pas l'entièreté de son salaire. Oui. Et c'est l'assurance qui prend le relais. Donc ça, c'est important. Donc ça, on les sensibilise, mais ça même, limite, on les oblige. Exactement. On les oblige à s'assurer. Parce qu'en gros, la Sécu, je pense, elle paye jusqu'à 60% du salaire. Ouais, ou un truc comme ça. Ouais, à peu près. Ouais. Donc c'est bien faut vraiment de mentionner ça. Et ça concerne la France. Peut-être dans d'autres pays, c'est d'autres législations. D'où l'importance d'avoir des relais à chaque fois dans chaque zone. Exactement. Donc Kémo, là, on va peut-être aborder un sujet un petit peu de côté. C'est-à-dire, on te voit dans beaucoup d'activités. Pas seulement le football, tu gères d'autres, tu as une entreprise à côté. Je vais pas le dire pour faire de la pub. Ou bien les gens ils vont venir demander. Il le dira de lui-même s'il a envie. Donc en gros, comment tu fais pour gérer véritablement ça, connaissant aussi le calendrier aussi de l'agent? Vous vous occupez de pas mal de joueurs, donc tu es obligé d'aller les voir.
et tout. Comment tu fais pour... Et la famille aussi à côté. Ouais, ça c'est la famille. Oui, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est là où c'est important d'avoir une femme qui est compréhensive, qui comprend en fait qu'elle a un mari qui exerce un métier qui est prenant. On ne sait jamais en fait quand on peut partir, on ne sait jamais quand on revient. Mais après, voilà, c'est moi au-delà de gagner de l'argent, c'est une passion, c'est vraiment une véritable passion. On aime ce qu'on fait. Le but premier, c'est pas de regarder ce que je vais empocher, mais c'est surtout de faire en sorte que le garçon, ce qu'on va pouvoir négocier pour le garçon, à la fin justement des négociations, que le garçon soit content, qu'on puisse le regarder dans les yeux et qu'il se dise oui, écoutez, je suis vraiment content du travail que vous avez pu faire et j'espère que ça va continuer. Donc ça c'est le but. Après pour mes autres activités, je délègue. Comme on dit, je ne peux pas être au four et au moulin à la fois. Oui. Je délègue énormément. J'ai aujourd'hui mon frère qui s'occupe de pas mal de mes activités et ça se passe très bien. Donc, tout est une question de confiance. Ouais. Et, plus une gestion familiale, c'est ça? Familiale, oui, parce qu'après j'ai un de mes frères avec qui je travaille. Mais ouais, c'est, on va dire grosso modo, plus une gestion familiale et ça se passe très bien comme ça. Une question par rapport à tout ce qui est éthique. Là, on parle de tout ce qui est familial. Et tout ce qui est éthique, dans le foot, on est dans un monde où ça parle argent, des fois de très grosses sommes. Comment on arrive à garder une certaine éthique avec les valeurs qu'on a dans ce milieu? Je pense que tout part de l'éducation de base qu'on peut avoir. Ouais. Et l'argent, en fait, tout dépend où est-ce qu'on situe l'argent. Est-ce qu'on le situe dans le cœur ou est-ce qu'on le situe dans la poche? Oui. Pour moi, l'argent ne doit pas être dans le cœur, elle doit être dans la poche. Oui. Et l'argent, pour moi, c'est tout simplement un outil qui te permet d'être libre. Oui. Je tiens à ma liberté, parce que pour moi, elle n'a pas de prix. Mais l'argent permet tout simplement de me dire si je veux voyager, que je puisse le faire. Oui. Si je dois subvenir à n'importe quel besoin, que ce soit personnel ou pour ma famille, que je puisse le faire, sans que qui que ce soit, sans que j'aille demander à qui que ce soit, tout simplement. Donc je pense à partir du moment où on place l'argent à ce niveau-là, qu'on te parle de millions ou de milliards, ça te laisse insensible. Surtout que ça arrive assez souvent. Ah, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça arrive souvent, mais je pense que quand on met l'argent à ce niveau-là, on n'a pas de difficulté à dire la vérité quand on doit le dire. Peu importe la personne ce qu'elle gagne. Oui. Comme je dis dans le football, ce qui est problématique et ce qui parfois m'exaspère, c'est que on peut avoir un garçon de 20 ans qui gagne des millions, qui devient millionnaire à 20 ans. Il faut le gérer ça parce que c'est pas évident. Et tout d'un coup, les rôles familiales se changent. C'est-à-dire que le père n'est plus père, le fils n'est plus fils. Tout ça, oui. Et ça, pour moi, ça c'est problématique. Peu importe mon enfant qui gagne 1 million, qui gagne 100 euros ou qui gagne 1 milliard, ça restera toujours mon fils, mon enfant, c'est tout. Et s'il y a des choses à dire, mon rôle de père, je le joue. Peu importe ce qu'il gagne. En parlant d'argent, aujourd'hui, je ne vais pas te demander ton salaire, t'inquiète. Ni le salaire. Non, les commissions. Ah, c'est vrai, ici on parle de commissions. Après, il travaille à son compte aussi. Voilà. Donc c'est pour ça. On ne va pas parler de tes commissions ni des salaires de tes clients, parce que c'est tes clients. Mais pour toi, quand tu as eu la plus grosse somme, on va dire, ou la première grosse somme à gérer ou à y participer, comment t'étais? C'était comment? Et c'est peut-être avec qui aussi? Je me rappelle la première commission, donc c'était à Alassane Touré, Alassane Touré à Lens. Et je me rappelle ce jour-là, quand il y a eu les négociations et que la commission a été versée, Tierno Seydi est venu me voir, il m'a dit fils, la commission est tombée et on a décidé de ne pas toucher un rond. Ah oui. Pas un rond de cet argent-là qui te reviendra. C'est ta première commission, c'est symbolique. Il n'y a pas la fameuse phrase on fait moite-moite. Ça n'existe pas. Non. Voilà. Donc symboliquement, ils m'ont remis l'entièreté de cette commission. Et je me rappelle avec cette commission-là,
Je ne l'ai pas touché. Toi aussi, tu n'as pas touché un rond. Je n'ai pas touché un rond de cet argent. J'ai pris cet argent-là et j'ai fait venir ma sœur et son fils qui étaient au Sénégal. Ah, c'est top ça. Bah, un petit coucou à eux. Bah, forcément, ils vont regarder l'émission. Il n'y a même pas de... C'est top. S'ils regardent l'émission, vu que tu as parlé de Thierno Seydi, bah, forcément, on va rentrer dans ce domaine-là. Quelle est ta véritable relation avec Thierno Seydi? Même si tu viens de dire tout à l'heure, il t'appelle fils. C'est difficile. Quand je parle de Thierno, c'est toujours difficile parce qu'il y a l'émotion qui rentre. Là, on le voit, toi et lui, aux signatures de Youssouf Badji à Brest. Ouais. C'était un prêt. C'était un prêt, ouais. Il était à Bruges. Il était à Bruges à ce moment-là. Ouais. Il était à Bruges, il avait été prêté pour prêter une saison. Après, finalement, le prêt a été écourté au bout de 6 mois et il est rentré. Thierno, il représente beaucoup pour moi. Oui. Il représente énormément pour moi. Aujourd'hui, je le mets au rang de père, d'oncle, de grand frère. C'est quelqu'un qui me guide, avec qui je suis quasiment tous les jours. Il est fan c'est un amateur de thé. Moi, je suis un amateur de thé, donc on boit tout le thé. Le thé à la sénégalaise ou le vrai Ataya. Ataya, ok. Le vrai Ataya. Que les Mandingues ont des fois du mal à prononcer. Ils disent Ataya. Les Mandingues mettent toujours le O à la fin. Ouais, Ataya. Ataya. Et donc je suis tout le temps avec lui. Et aujourd'hui, c'est un honneur, c'est une fierté, une chance de l'avoir, en tout cas d'être à ses côtés, d'apprendre à ses côtés, parce que quand on est avec ce type de personnes, ben, on apprend énormément. Rien qu'avec ses anecdotes, son parcours de vie qui est juste... Il viendra peut-être raconter ici alors. Certainement. Oui, à l'heure de jeu. Mais c'est aujourd'hui, si je suis là où je suis, c'est en tout cas... grâce à lui. C'est grâce à lui et je lui en remercie. Je lui remercie en tout cas de m'avoir fait confiance et de continuer à me faire confiance. Là, tout à l'heure, tu nous as raconté une anecdote par rapport à ta première commission, mais tu n'as pas répondu à la question de Marcel. Quelle est la vraie grosse commission auquel tu as participé? Voilà, de transfert auquel tu as participé. On va dire le dernier en date, Lamine Camara. Quand il quittait Metz pour Monaco. Pour Monaco, oui. Oui. Le dernier en date, ouais. Et c'est pas stressant quand c'est comme ça, quand ça commence à chiffrer et qu'on a le dossier, on y travaille, on ne stresse pas? Surtout quand les journalistes ils viennent poser des questions pour soutenir des infos. Hein. Tu peux me citer. On va pas changer, on va pas le changer. Malheureusement, ça a toujours été comme ça. Non, c'est pas du tout stressant. En fait, l'argent ne me fait pas tourner, la tête. Ouais. Je reste la personne que je suis, quel que soit le chiffre que ça peut représenter. Ce qui est stressant, et au final j'ai envie de dire que c'est un bon stress, c'est le dénouement du dossier. C'est ça qui est stressant. Ce qui est stressant, c'est lors de la visite médicale. Oui. Il peut se passer beaucoup de choses. On se dit on va jusqu'au bout, il passe la visite médicale, est-ce que ça va passer ou pas? Et là, oui, en plus sur le cas de Lamine, ça a été stressant parce que on est arrivé tôt à Monaco, donc il devait faire sa visite médicale en début d'après-midi, et tout avait été calé après signature du contrat, et on a signé le contrat, il était 21h. Oui. Donc là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose à la visite médicale. Il était parti faire sa première visite médicale. Il avait encore d'autres examens complémentaires à effectuer qui ont pris énormément de temps. Et là, on se pose des questions. On se dit, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Donc, c'est ça qui est stressant. Oui. Ce n'est pas les chiffres en soi qui sont stressants. C'est partir de... Surtout que dans cette période, il y a des choses que tu ne maîtrises pas forcément. Parce que la visite médicale, ça, on n'a aucune maîtrise là-dessus. Ouais. Les chiffres, on peut les maîtriser, donc c'est pas stressant ça. Et on trouvera toujours un terrain d'entente à partir du moment où le club veut et le joueur veut. On trouvera un terrain d'entente. Donc, mais ce qui est stressant, voilà, c'est tout ce qu'on ne maîtrise pas, et la visite médicale est un point qu'on ne maîtrise pas. On va toujours rester dans tout ce qui est coulisses, on va dire. On est bientôt peut-être à la sortie de l'émission, ça sera en plein mercato hivernal. Quelles sont aujourd'hui les contraintes qu'on a lors de ce mercato et par rapport aux joueurs? Est-ce que tu as des anecdotes? Tu peux nous en parler par rapport à la durée des contrats? Après, la durée des contrats, de toute façon, c'est soit le mercato d'hiver, c'est soit un joueur est vendu, donc
il change de club. Soit il est prêté, il est prêté pendant Quand 6 il n'a mois. pas assez de temps Quand il n'a pas assez de temps de jeu. souvent. C'est pas le mercato le plus gai, mais bon, il faut le faire parce qu'à un moment donné, parfois, il y a des garçons qui ont besoin de temps de jeu et on essaie de leur trouver un point de chute là où ils pourront en tout cas s'épanouir. Ou peut-être des fois même certains qui sont en forme, on va dire, et qui sont sollicités par d'autres clubs Oui, ou bien sûr, oui, d'autres il y en a. circonstances. Je ne sais Bien pas sûr, si il y tu en as a. des anecdotes par rapport à ça. Pas forcément, mais c'est pas du tout ce qu'on préconise aux garçons de quitter le club Janvier. voilà, à la mi-saison. Surtout en plus si ça se passe bien là où il est. Parce que quand tu quittes, je sais pas, tu quittes ton club où tu as fait, je sais pas, 15 matchs et que tu es amené à partir dans un autre club, il va falloir t'adapter à ce nouveau club, à ce nouvel environnement. Parfois, si c'est un autre pays, peut-être la langue. Oui. Et c'est pas forcément évident. Vaut mieux finir la saison là où tu es et ensuite partir sur un nouveau projet. C'est compliqué d'aller sur 2 projets en cours de saison. Comment ça s'appelle dans une saison, c'est pas évident. Exactement, et surtout quand tu viens, tu n'as pas fait la préparation avec eux et tout, donc Il y a déjà une peut-être équipe, vous il y a êtes déjà un même groupe pas qui est au en même place. niveau, Ouais. oui. Tout ce qui est état d'esprit, tout ça aussi. Ouais, tout ça aussi. Et peut-être ça dépend aussi, par exemple, de l'entraîneur qui te voulait ou le directeur sportif qui te veut. L'entraîneur dit. C'est voilà, très versatile, moi, hein, ça qui- change Ouais, énormément. ouais. Ça change énormément. Donc, le cas Pamatar, Oui, quand il quitte Metz et qu'il va à Tottenham, Tottenham, oui. c'est Conte qui est en place. Oui, Quasiment pendant 2 ans, il joue pas. il joue pas. Quand Conte il a été limogé, donc il y a le nouvel entraîneur qui est arrivé, Postecoglou, il a joué. Voilà. ouais. Et là, il s'est retrouvé à jouer. Donc, c'est un milieu très, comme je disais, très versatile et qui donne très peu de place à l'erreur. Oui. Très peu de place à l'erreur. Donc il n'y a pas de faute à commettre. Hein. Ouais. Il n'y a pas trop de place à ça parce qu'au final, une erreur, elle peut être, surtout qu'une carrière d'un joueur, elle est courte. Hein. Oui. Aujourd'hui, quand un joueur il fait 8 ans de carrière, on dit qu'il a fait une belle carrière. Exactement. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, surtout les blessures ou autre chose. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ta relation avec une icône du football africain, sénégalais, même du football français, Pape Diouf. Quelle était ta relation avec Pape Diouf? On sait que c'était le mentor à Thierno et Thierno est un petit peu ton mentor. Donc on fait un petit peu ce parallèle-là. C'est ça, c'est vrai, c'est une belle passerelle. Pape. D'ailleurs là, tu étais ouais. très jeune, hein, on le voit à l'écran là. Hein. J'étais très jeune, j'avais peut-être 10 kilos en moins aussi. Ouais. Et pas encore la barbe. Non, ouais, exactement. Il y a des années que Peut-être qu'elle est taillée, hein. Ouais. Ouais. Non, mais, ouais, Et cette photo-là, elle date de 2010. 2010, ouais, 14 ans en arrière. Ouais, 2010, c'était lors de l'inauguration du stade Didier Drogba, le Valois. D'accord. Donc ouais, ça fait quelques années. Pape, j'ai pas eu la chance de le côtoyer énormément. Oui. Parce que il était à l'OM et ensuite avec son activité, Ouais, il est très pris. j'ai pas eu la chance de le côtoyer énormément, mais c'est une personne qui m'inspire, Oui. qui m'inspire de par sa posture, son discours, ce qu'il a pu incarner, ce qu'il a pu faire aujourd'hui pour nous les jeunes Oui. africains. Oui. J'ai envie de dire l'héritage qu'il a pu nous laisser, parce que je pense que chacun peut se retrouver en lui. Oui. Et pour moi, c'est juste un symbole, une icône que en tout cas le football mondial en tout cas a perdu. Ouais. Paix à son âme. Et comme tu disais, moi personnellement, si j'ai fait le journalisme, c'est grâce à lui. Ouais. Parce qu'il y a son livre, c'est bien plus qu'un jeu que j'avais lu quand j'étais au lycée. Ça m'avait donné un petit peu l'idée de rentrer dans le domaine du foot et de voir les passerelles et tout. Et je me suis dit, je vais me lancer dans le journalisme. Parce que lui, de base, il était journaliste. Ouais, bien sûr, à la base, avant d'être agent. Oui, il m'avait donné ce plaisir-là. Ce qui est bien moi je trouve que ce qui est bien chez Pape, c'est que il a réussi à décomplexer en tout cas les Africains. Exactement, c'est ce que Il a réussi à décomplexer les Africains, notamment parce que il y a des fois où on ne comprenait pas comment se fait-il que la plupart des meilleurs joueurs sont africains. Oui. Et lors de la fin de carrière,
on les retrouve plus en fait dans les instances, on les retrouve plus en tant Exactement. qu'entraîneur, directeur sportif, on les revoit plus. Et c'est toujours à chaque fois les blancs qu'on retrouve dans les bureaux. Et il y a une fois un discours qu'il a tenu qui m'a marqué encore aujourd'hui, qui dit c'est normal de ne pas voir justement les noirs dans les instances, c'est normal de ne pas voir les noirs dans les postes les plus importants, parce qu'en fait on démissionne dès le départ. C'est-à-dire que on se dit tout de suite, on vous propose de passer vos diplômes d'entraîneur. Ah non, ça c'est pas fait pour moi. Ouais. Ça c'est pas fait pour moi. Donc si on a ce fonctionnement-là, ce raisonnement, ben, forcément, on les retrouvera jamais en fait à ces postes-là. Mais si on y va à 10, à 15, ben, je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il y en aura un ou deux qui sortira. Ouais, c'est comme Voilà. ça qu'il l'avait dit, bien sûr, dans Donc, la vidéo. Et ça moi, Ah, ça marque. ça m'a marqué. Et Ça à un moment marque. donné, je pense que ça décomplexe, ça nous a décomplexés et qu'ils se sont dit, ben, pourquoi pas nous. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'avec les joueurs avec qui tu travailles, vous pensez, parce qu'il y en a, ils sont plus proches de la fin de leur carrière. Bon, c'est vrai, il y a pas mal de jeunes qui viennent de débuter, mais il y en a qui sont peut-être plus proches de la fin de leur carrière. Est-ce que ça parle de reconversion et tout? Est-ce que ça essaie de les guider un petit peu dans ce qu'ils veulent faire? C'est Ou ça, même, non? est-ce Oui. que dans le plan de carrière, dès le départ, Ça, c'est vrai. vous prévoyez tout ça aussi, tout ce qui est reconversion? Dans le plan de carrière, c'est vrai que la reconversion, c'est quelque chose C'est une autre que étape. les garçons, en tout cas que les garçons en C'est parlent peut-être très le peu. feeling. Il y a peut-être le feeling, il y a aussi ce que aussi le garçon veut, ce qui peut évoquer. Mais ce qu'on fait, en tout cas, ce qu'on met en place, c'est que on fait en sorte que le garçon investisse. Si derrière, pour l'instant, pendant sa carrière, il n'a pas de plan de fin de carrière, mais au moins qu'il puisse investir. De façon à ce que lorsqu'il finit sa carrière, qu'il puisse au moins garder toujours le même niveau de vie qu'il avait pendant sa carrière. Exactement. Au moins, c'est ça de réussi. Après coup, si c'est pas concrètement ce qu'il souhaite faire après, au moins s'il a cette stabilité financière, bah, ça permet déjà de réfléchir plus facilement. Oui. Voilà. de réfléchir plus facilement. Hein. Exactement. Après, ça dépend. Hein. Des fois, les milliers d'euros ou les millions d'euros ne te font pas réfléchir plus facilement. Oui. Donc, Après, encore une fois, pour moi, c'est une question d'éducation. oui. Parce que c'est pas l'argent qui fait la personne. Certes, ça y contribue. C'est pas l'argent qui va faire que tu vas être une personne qui va écouter ou pas écouter. C'est une question d'éducation. Exactement. Pour moi, à un moment donné, quand tu as une personne plus âgée, ben, elle a des choses à t'apporter. Même moins âgée, hein, Oui. elle a des choses à t'apporter. Il faut avoir cette capacité de discernement, d'écoute. Et je pense qu'on a tous à apprendre de chacun. De chacun. Oui, Tous. surtout. Voilà. Ouais. C'est comme on dit en Wolof, en plus. En Wolof, on le dit Khalis du le liguey, yow yaa koy liggéey. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire C'est- que. Voilà. Est-ce que dans le cas, il dit ou pas? Ouais, exactement. mais- Ça revient Voilà, ça revient. où tu mets l'argent Où est-ce que dans tu ta le mets, où est-ce que poche tu le ou positionnes dans le dans le cœur. cœur. Voilà, ça. Je ne savais pas que Kémo il parlait si bien Ah, Wolof. je me débrouille. On aurait dû faire l'émission en Wolof alors. Bah, bien sûr, mais Ah, Kémo, ça, ouais. non, bah, ça, c'est plus compliqué. Je sais que ça aurait été Ou plus en facile mandingue. en mandingue. Ouais. Mandingue, un peu Ouais. plus facile. Mais après, je serais exclu, hein, parce que je sais, Marcel, il va parler non, mandingue, je n'aurais toi. pas pu. Hein. T'es sûr? Non. Parce que tout à l'heure, je t'ai entendu parler un Oui, petit peu, mais c'est un mandingue francisé, on va dire. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Bah, c'est déjà ça. Moi, je comprends rien C'est déjà ça. dans ça. Donc, bon, je pense on est quand même proche des 50 minutes d'émission. Donc, on est dans la dernière, sur la dernière ligne droite. Marcel, tu as une question ou... Oui, peut-être revenir un tout petit peu sur certaines difficultés que tu as eu à rencontrer, les plus grosses peut-être, pendant ta carrière, parce qu'on sait que tout n'est pas rose dans ce milieu. Que ce soit, je sais pas, lors de certaines négociations ou bien juste peut-être dans la vie de tous les jours d'un joueur. La difficulté qu'on peut rencontrer, en tout cas que je rencontre à travers les joueurs, c'est surtout l'entourage. Mais quand je dis l'entourage, c'est les copains. Ouais. Pour la petite anecdote, c'est ce que je disais aux garçons quand ils sont arrivés à Metz. Oui. Je leur disais, regardez votre compte Instagram et vous me dites combien vous avez d'amis. Donc avant que vous signiez,
Et un mois après, regardez le nombre d'amis que vous allez avoir. Et au final, ça s'est multiplié par 10. Donc, c'est-à-dire que dans cette masse de personnes, il n'y a pas forcément que du bien. Oui. Et j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup plus de personnes nocives que de bonnes personnes. Ouais. Exactement. Et donc ça c'est très compliqué parce que le joueur en fait il devient un appât, il devient en fait un on veut tous le côtoyer, se l'accaparer, d'être à côté. C'est toujours bien d'être à côté d'un joueur professionnel qui est connu. Et au final ça crée très souvent encore une fois de mauvaises fréquentations et souvent de gros problèmes. Et ça on en a vu à maintes et maintes reprises. Donc ça c'est la difficulté. Après là encore la difficulté c'est aussi les parents. Les parents qui sont payés, je peux comprendre que on est tous plus ou moins issus de familles populaires, de familles pauvres, voilà, il faut le dire, hein, voilà, pauvres, et qu'à un moment donné, quand on a un qui est susceptible justement de réussir, que tout le monde s'accroche à lui. Et ça c'est compliqué. Chacun place ses pions. Et ça c'est compliqué. Et surtout par rapport à, tu me diras, tu feras la nuance, que la plupart du temps ne comprennent toujours pas que le prix du transfert ne va pas dans la poche du joueur. Et pourtant c'est pas faute de leur expliquer. Oui. Le transfert, l'agent n'a absolument aucun droit. Il a absolument, et c'est même réglementé par la FIFA, il n'y a pas l'agent n'a pas de prime sur un transfert. Le transfert, c'est de club à club, tout simplement. L'agent, il est rémunéré sur le salaire qu'il va négocier pour son client, qui est le joueur, tout simplement. Après, il faut savoir que quand les garçons ils arrivent, ils n'ont pas des salaires mirobolants, ils doivent prouver pour faire en sorte… Parce que le football, il faut savoir que tout ce que les garçons ils sont allés le chercher. Oui. Ils sont allés le chercher. Donc, c'est pas facile. Et au-delà de ça, ils ont des charges. On sait très bien comment ça se passe en Europe. Oui. Les loyers, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a les impôts. Oui. Et au final, quand on regarde bien, à la fin du mois, les garçons, ils sont ric-rac. Oui. Mais parce qu'il faut voir aussi ce qu'ils envoient au pays. Oui. Mais parce qu'ils sont tout le temps taxés. Donc, je lance aussi un message aux parents. Regarde, je lance un message aux parents de faire en sorte de laisser leurs enfants en fait, s'épanouir, laisser leurs enfants grandir. Et d'essayer de faire le moins, en fait, de leur soutirer le moins d'argent possible parce qu'ils se retrouvent en fait dans des situations qui sont parfois très compliquées. Voilà. Ouais. Exactement. Et là, ça ne concerne pas que les joueurs professionnels. Encore, on peut dire ça va. Des fois, tu vois, même des joueurs qui sont en national, en N2, tout ça. Même on voit pendant les navettanes comment ils sont sollicités. Mais les pauvres. Mais ils ont l'impression que quand on est dans le football, ils gagnent des millions. Non. Mais des joueurs comme Messi, il y en a combien? Des joueurs comme Ibrahimovic, il y en a combien? Très peu. Donc il y a un cercle, en fait, il y a un cercle très restreint de joueurs de très très haut niveau et beaucoup de bons joueurs. Mais tous ces bons joueurs, ils ne gagnent pas des sommes importantes. Exactement. Donc voilà, il faut être surtout sur les premiers contrats, il faut être conciliant parce que derrière, c'est les garçons qui doivent préparer leur futur. Justement, pour démystifier le truc, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques chiffres des trames quand un joueur qui vient d'arriver, je sais pas, il doit être à quelle fourchette Après, c'est pas compliqué, de toute façon, tout est sur Internet. Oui, mais il faut le dire comme ça. Après, c'est une négociation. C'est variable. Il y a une base, il y a une base salariale, le minimum en Ligue 1, ça doit être 3 000 euros. Oui. 3 000 euros avant impôt. Et après, il y a des variables qui peuvent arriver, s'il y a des matchs qui sont joués, s'il y a des compétitions qui ont été gagnées, etc. Ouais. Mais, et là, on parle de Ligue 1. Étant donné que j'aime bien lancer cette statistique, ici, on n'a pas de joueur sénégalais, en tout cas à ma connaissance, pour l'instant, qui vient et qui signe. Enfin, il peut signer en Ligue 1, mais ne joue pas tout de suite. En général, ils jouent avec la réserve. Donc, tu as un salaire de réserviste. Ouais. La plupart du temps. En fait, la plupart du temps, c'est ils quittent le Sénégal et ils arrivent dans le club de Ligue 1. On va prendre l'exemple de Reims. Oui. Et très souvent maintenant les clubs ils ont le Pro 1, donc l'équipe première, et Pro 2. On va dire en gros la réserve, mais qui ont quasiment tous un contrat professionnel. D'accord. Donc
au départ, en fait, ils restent dans cet effectif-là parce qu'ils ne sont pas encore totalement finis. Exactement. C'est-à-dire que la post-formation, en fait, n'a pas été encore totalement achevée. Et donc, ils ont besoin, encore une fois, de s'adapter et de pouvoir, en fait, répondre aux exigences, justement, du club avant d'être lancé dans le grand bain. Parce que c'est bien beau de jouer, de tout de suite être lancé en Ligue 1. Si c'est pour jouer un match et après ne plus être revu, ça rime à rien. Ça sert à rien, oui. Voilà. Donc, vaut mieux être dans l'équipe réserve, s'acclimater, apprendre, continuer à apprendre. Et ensuite, une fois qu'on est lancé en Ligue 1, ne plus redescendre. Voilà. Surtout pour peut-être un petit peu situer le truc. Par exemple, là, tu as un salaire de 3 000 €, on enlève tout ce qui est impôts et tout, ça va rester dans les 2 000 et quelques. Tu as un loyer de 1 000 et quelques. Mais comment tu fais pour vivre? Ouais. Après, après nous, c'est des choses qui peuvent être négociées, que le club puisse prendre en charge justement le logement. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut mettre en place et que souvent, parfois, les clubs acceptent. Parce qu'encore une fois, le but c'est que si le garçon il arrive dans son club, il a son salaire et qu'à la fin du mois, il n'arrive pas à tenir les deux bouts, à un moment donné, psychologiquement, il n'est pas là et il ne peut pas être performant sur le terrain. Donc voilà, donc on essaie de trouver, comme j'ai dit, le meilleur combo de manière à ce que le joueur puisse se retrouver, puisse être bien concentré sur son métier qui est le football, donc les entraînements et la compétition, et que l'aspect financier qui ne soit pas embêté à ce niveau-là. Mais très souvent, comme j'ai dit, ils sont embêtés, c'est la famille. C'est surtout ça. C'est la famille. Bon, on n'est pas loin de l'heure d'émission, comme on dit, l'heure de jeu, donc on ne peut pas dépasser l'heure à Marcel. Donc j'aurais bien aimé, mais bon. On va faire un dernier tour de table et voilà, essayer de clore l'émission, Marcel. Clore ou une question? Ah, question Marcel. Bon, on va clore. Mais voilà, juste avant, une petite, je sais pas, un petit avis par rapport à comment il gère tout ce qui est image, communication. Tout à l'heure, on parlait de réseaux sociaux avec le cercle d'amis. Comment vous prenez par vous de l'agence en général, globale, il y a une personne pour mieux canaliser tout ça avec tous les dérives qu'il y a. C'est important surtout parce que les réseaux sociaux, en tout cas de l'analyse que je peux apporter à ce niveau-là, c'est pour moi elle a fait plus de dégâts qu'elle ait en tout cas construit quelque chose. Elle a apporté des choses. Hein. Oui. Je ne norcis pas non plus tout le tableau, mais elle a fait énormément de dégâts parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, les gens l'utilisent. Je sais pas, demain, quand on a un différend avec une personne, utiliser les réseaux sociaux pour aller régler son différend, pour moi, c'est d'une débilité, je sais pas, qui s'explique pas. Pour moi, quand on a un différend, on a un problème, comme je dis, on s'assoit et on le règle à huis clos. Voilà. Donc oui, les réseaux sociaux, on a une personne qui se charge justement de la communication des garçons, sur ce qu'ils doivent écrire, comment le dire. Et ça se passe plutôt bien. Super, super. Donc oui, là c'est fini. Hein, là c'est le dernier tour. Remercier Kémo pour sa disponibilité et sa transparence sur les sujets qu'on a pu aborder, que ce soit là tout de suite et en off, on a beaucoup discuté aussi. Merci pour tout ça. Encore une fois, merci à Mara de tout ce qu'il fait en termes de réalisation derrière la baie vitrée. Ouais. Ah Marcel, celle-là, tu me l'as volée. Voilà. Ah, donc, tu lui as laissé la parole en premier. Hein. Exactement, mais c'est pas grave. La prochaine fois, je te laisse pas la parole. Et merci à tous ceux qui nous suivent aussi. Oui, voilà, on voit les likes, les reposts et tout, c'est important. Ça nous encourage, ça nous motive beaucoup plus à continuer de vous proposer des contenus de qualité avec des invités de qualité. Donc voilà, continuer à donner de la force. Et surtout, voilà, avec des commentaires positifs et tout, ça réconforte un petit peu. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Kémo, on te laisse la parole. Voilà, écoutez, je vous remercie. Merci pour l'invitation. Ça a été en tout cas un moment d'échange très sympathique. Oui. Et en espérant que en tout cas, les téléspectateurs en tout cas, apprécieront. Et voilà, le message que je veux lancer, c'est en tout cas, je remercie encore une fois Tierno Saidi, vraiment, qui est une personne qui est très importante à mes yeux et même pour toute ma famille. Et j'espère en tout cas faire de grandes choses et faire en sorte que le football sénégalais continue à
à grandir et à monter comme c'est le cas actuellement. Ok, bon, on attend les exclus pour le mercato. C'est vrai que On attend. j'ai même oublié de lui poser une question sur ça, mais bon. Ah, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, Bah, en tout cas, J'ai du mal à croire, mais bon. en tout cas, soyez scotchés sur HD24 pour votre émission L'heure de jeu, qui est votre émission véritablement. Et l'heure de jeu, vu que c'est leur jeu, on accueille, comme j'ai l'habitude de le dire, tous les acteurs du sport. Et aussi, suivez-nous sur Match 360. Voilà, forcément, vous aurez des exclusivités sur le mercato à venir. Et non, faut pas mettre dans la sauce que moi. Hein. Sur le mercato à venir et d'autres choses. D'ailleurs, on prépare une surprise pour ceux qui nous suivent sur Match 360. Bientôt, un nouveau bébé va naître, donc restez scotchés et tout. Et merci à Mara pour la coordination de l'émission et tout. On vous donne rendez-vous prochainement sur HD24. En attendant cela, portez-vous très 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 bien. Salam alaikum.